Bien, je pense que nous pouvons pour commencer. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire organisé par FFJ sur le thème Les freelances et la crise. Donc, webinaire pour un séminaire en ligne. Donc, nous avons eu l'idée de ce webinaire suite à la situation actuelle liée au coronavirus qui entraîne, comme vous le savez, beaucoup d'incertitudes et de désarroi parmi les freelances. C'est pourquoi aujourd'hui, les freelances confirmés vont nous faire part de leur expérience concernant les crises en général et celle actuelle du coronavirus en particulier. Cela nous permettra, nous l'espérons, d'apprendre des choses, de mettre en place des méthodes pour faire face à la crise actuelle, mais aussi de manière générale d'anticiper en prévision des crises futures. Donc, ce webinaire est découpé en 4 parties. D'abord, le monde d'avant, où chaque intervenant nous fera une description de ses activités, suivi de la phase des chocs, donc comment ces chocs liés à la crise se sont fait ressentir et quels impacts ils ont eu sur les activités. Partie 3, la survie, donc quelles méthodes nos intervenants ont-ils dû mettre en place pour surmonter ces crises. Et partie 4, le long terme, à savoir comment ces crises les ont influencés dans leur travail et quels changements elles ont entraînés pour leurs activités sur le long terme, suivi de leurs analyses et recommandations. Avant de commencer, je voudrais brièvement vous présenter FFJ. Donc, FFJ pour Freelance France-Japon, c'est un réseau de freelance francophones, pas forcément français natif, qui a été créé en 2008 par Lionel Derceau, dans le but de mettre en relation les travailleurs indépendants qui sont basés au Japon ou ont un travail en relation avec le Japon. FFJ se veut être une communauté d'entraide et de partage. Nous organisons diverses activités pour nos membres sur des thématiques professionnelles, comme aujourd'hui, et de manière générale, nous, nous organisons des réunions formelles ou informelles où c'est l'occasion de discuter entre travailleurs indépendants et de se donner mutuellement des conseils. Nos intervenants vont désormais se présenter. Pour commencer, je vais laisser la parole à Astrid. Astrid, ton micro. Oui, bonjour, excusez-moi. Donc, je m'appelle Astrid Pichard. Je suis arrivée au Japon en 2008, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et depuis cette époque-là, je travaille dans deux domaines en tant que freelance. L'un, en fait, dans le tourisme comme guide pour des voyageurs francophones et l'autre dans l'enseignement comme professeur de français, de culture française et aussi de formation pour les guides. Je vais tout d'abord vous parler en fait de mes activités en tant que guide. Et je vais mettre une petite vidéo en fond d'écran qui a été tournée il y a quelques années par M6. Vous verrez un petit peu derrière. J'ai commencé en fait au début, à mon arrivée au Japon, à contacter des agences de voyage françaises et japonaises sur Internet. Et ensuite, c'est le bouche à oreille qui m'a fait découvrir donc de nouveaux clients. Côté en fait diplôme, une de mes agences au tout début m'a poussée à passer le diplôme d'accompagnatrice au Japon. Et ensuite, en tant que challenge personnel, j'ai passé le diplôme d'État de guide-interprète, qui est un diplôme assez difficile à réussir, même pour les Japonais. Et pour faire une petite parenthèse sur le terme de guide, donc, la législation a changé il n'y a pas longtemps et aujourd'hui, il est possible de faire guide même sans ce diplôme. Mais il faut savoir que pour les grosses agences de voyage japonaises, c'est toujours mieux d'avoir ce diplôme. C'est un gage de sécurité, de confiance, surtout pour le côté assurance. Et aussi, on a un meilleur revenu. Donc, je vais passer à mes activités dans l'enseignement en coupant la vidéo. Je reviens. Oui, celui-ci. Voilà. Je travaille actuellement pour deux établissements scolaires, dont un qui sponsorise mon visa travail, le fameux spécialiste in Humanities. Et à côté, j'ai des cours particuliers. Là aussi, à mon arrivée au Japon, j'ai cherché sur Internet et je me suis inscrite sur un site de mise en relation
de professeurs étrangers et d'étudiants japonais. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers élèves. Et ensuite, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné jusqu'à trouver donc, ces deux établissements scolaires et en partie FFJ m'y a aidé. Côté diplôme, en fait, je n'ai pas passé le FLE, le fameux français langue étrangère, parce que je n'en ai pas vraiment eu l'occasion, mais j'y réfléchis. Et j'ai, entre guillemets, seulement un bac littéraire et une licence LLCE japonais. Et pour finir, côté finance et côté temps consacré à ces deux activités, j'ai fait en sorte que ce soit 50-50. Je passe autant de temps en tant que guide et professeur à la fin de l'année et c'est la même chose côté revenus. Voilà pour ma présentation. Bien, donc merci beaucoup Astrid pour cette présentation. Nous passons maintenant à notre intervenant suivant, Eric. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eric Dupuis. Moi, je suis au Japon depuis la fin de l'année 1997. J'ai travaillé tout d'abord dans une société de création d'objets d'art pour l'aménagement de la maison d'Okamoto Taro, qui était un artiste japonais, et sa maison est devenue une galerie à Tokyo. Puis j'ai travaillé ensuite, quand cela a été fini, dans plusieurs écoles de français, dans une précisément, j'ai pu être formé à l'approche Gattegno, qui est un enseignement concentré sur la prise de conscience de l'apprenant, provoqué par des mises en situation et toute une méthode sur des couleurs. J'ai par la suite, avec une amie française, voulu démarrer mes propres activités, nos propres activités dont nous étions deux, pour monter. Tout d'abord, notre idée, c'était d'avoir un espace pour aider les artistes ou les gens qui sont avides de création, de créativité, un espace pour leur donner cette possibilité de faire ce qu'ils avaient envie de faire, des ateliers et expositions en tout genre. Puis, bon, on savait très bien que ce style d'espace ne nous permettrait pas de gagner beaucoup d'argent et donc ça serait très difficile de durer dans le long terme. Donc, nous avions en même temps prévu en parallèle de monter une école de français qui, elle, nous permettrait de gagner assez d'argent pour faire tout ce que nous voulions faire. Puis en suivant, en parallèle à toutes ces activités, j'ai organisé des voyages en France, à la fois avec mes étudiants ou avec des clients ou artistes et toute autre personne voulant y aller. Un voyage donc en France sur le canal du Midi, un voyage assez original qui nous permet de visiter ce canal, un espace entre Carcassonne et Béziers à peu près, sur une péniche dans laquelle nous restons une semaine ensemble à naviguer dans cette région à une vitesse très, très, très lente et c'est un plaisir. En plus de cela, j'organise aussi un festival de musique que j'ai appelé Communique Arts, qui est donc de la communication entre les arts, où les artistes et le public ensemble font une participation artistique intéressante et une collaboration. Et tout cela, je continue à le faire en ce moment tant que je peux et je le fais évoluer comme je le peux. Voilà, je vais laisser ma place à la personne suivante qui va se présenter. Bien, merci beaucoup Eric pour cette présentation. Donc nous passons à notre troisième et dernier intervenant, Michael. Bonjour, je suis le plus vieux. On disait qu'il y aurait 3 générations, ben c'est moi le troisième. Je suis né en 1945 à Montréal. Je suis québécois anglophone, donc minoritaire dans la minorité, comme vous êtes tous, j'imagine, ici au Japon. En 70, j'ai fait des échanges de bandes vidéo avant que la cassette vidéo existe. Et j'ai voulu que des gens s'échangent des vidéos et par la poste. En 71, j'arrive au Japon pour chercher des artistes vidéo et je fais du va-et-vient
pendant 40 ans en total. Je vis à temps plein, bien sûr, maintenant. En 82, je déménage au Japon. Et en 82 aussi, je commence à enseigner la production vidéo à Nihon Denshi Seimongakko, une école technique. Je fais des installations vidéo dans des musées. Celle-ci, je l'ai faite à Vancouver juste avant d'arriver. Et aussi, j'ai fait des documentaires personnels qui m'ont pris 3 ans et demi. Quand j'avais le temps, c'était des moments creux dont on va en parler tout à l'heure. Et voilà les 2 documentaires que j'ai faits sur les épouses étrangères de japonais et sur un philosophe zen qui s'appelle Diki Suzuki. Ensuite, je suis devenu cadreur de news freelance. Et en 84 et en 90, j'ai travaillé 2 ans comme cadreur-monteur à TF1 à Tokyo. Et je continue à enseigner. Et donc, pendant la période d'expansion économique, j'achète des matos. J'étais le seul gaijin à Tokyo à avoir une salle de montage pour la télé. Et aussi, j'avais tout ce qu'il me fallait pour faire des tournages en vif ou à l'extérieur. Et en 90, je mets sur pied une société de production qui s'appelle International Video Works. Et la société de production a des contrats directs avec des sociétés multinationales. Je fais du news, télé, sport, etc., des procès juridiques, et ainsi de suite. Et me voici de retour, j'espère. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais toujours depuis le début. Au prochain. Bien, merci Michael donc pour cette présentation. Alors maintenant, nous allons passer à la partie 2 intitulée « Le choc », ou plutôt, comme vous le verrez dans cette présentation, « les chocs ». Donc pour commencer, je laisse la parole à Astrid. Oui, bonjour. Donc, c'est vrai qu'au début, je pensais parler seulement du choc actuel du Covid-19, mais je me suis rappelé que oui, juste avant, il y avait eu en 2011, et j'étais au Japon, le fameux séisme du nord-est du Japon qui a causé un terrible tsunami et l'accident nucléaire de Fukushima. Et à cette époque-là, en fait, finalement, moi, j'ai été peu touchée, ou du moins pas négativement, puisque j'étais plutôt concentrée sur mes études. Donc, je faisais j'avais peu en fait de demandes comme guide, et c'était pas cette période-là de mars-avril. Donc, je n'ai pas ressenti le manque de voyageurs, je veux dire l'absence de voyageurs. Par contre, côté enseignement, on va dire qu'un peu le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais plusieurs professeurs ont dû rentrer en France, et avec le bouche à oreille, j'ai pu en fait avoir plus d'élèves après cette période-là. Voilà. Donc, pour moi, entre guillemets, c'était plutôt positif côté enseignement. Ensuite, pour en venir au Covid-19, donc ce n'a pas été un choc brut, un seul, c'est plutôt sur un mois et demi, une succession de petites mauvaises nouvelles qui deviennent ensuite des moyennes mauvaises nouvelles qui restent en suspension. Donc, pour se remettre dans le bain, donc à la mi-mars, je me retrouve tout d'un coup avec 0 voyageurs à guider, puisque les frontières européennes sont sur le point de fermer, et que des avions de rapatriement ont été mis en place. Donc, les quelques voyageurs qui étaient encore au Japon rentrent, et toutes les demandes de la période printemps, donc à savoir jusqu'à la mi-mai, sont reportées. Et à ce moment-là, il me reste encore un voyageur pour juillet et rien d'autre. Côté enseignement, donc les 2 établissements pour lesquels je travaille aussi annulent leurs cours, donc de mars, avril, et mes élèves de cours particuliers préfèrent aussi suivre la recommandation du confinement. Donc, au final, voilà, j'attends un peu comme ça. Je suis dans l'incertitude, je ne bouge pas trop, j'ai pas le choc d'un coup, j'attends que ça se passe un petit peu.
Et côté finance, j'ai dû donc faire la demande justement de l'aide. Donc, j'ai pu voir mes comptes en comparant au mois d'avril de l'année dernière, sachant que c'est la période la plus touristique de l'année, j'ai perdu 90% de mes revenus. Voilà pour moi. Je passe la parole au prochain. Bien, merci beaucoup Astrid. J'aurais juste ajouté une petite précision. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que après ce séminaire, non c'est bon Astrid, tu peux pardon, quitter. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure qu'en deuxième partie de ce webinaire, nous aurons une session de questions-réponses. Vous avez la possibilité de poser vos questions via la fonction Q&R qui, selon les appareils, ça varie, mais dans le cas d'un ordinateur, se situe en bas de votre écran. Voilà, donc je vous invite bien sûr à le faire. Nous ne laisserons pas la parole directement aux spectateurs, mais nous lirons à haute voix les questions qui auront été sélectionnées. Voilà, donc réfléchissez-y bien. Et à partir de maintenant, je laisse la parole à Eric. Alors, les chocs, pour mon côté, ce qui est intéressant, les chocs, c'est que le premier choc a été un peu le départ de toutes mes activités. Avec une amie, cette amie dont je parlais tout à l'heure, nous voulions faire organiser la fête de la musique au Japon et nous avions les artistes et les musiciens qui étaient tout prêts à nous suivre et très intéressés par rapport à ce que c'était, ce que c'est la fête de la musique. Ils ne connaissaient pas au Japon, ça ne se fait pas. Mais le problème, c'était de trouver une salle à un prix pas trop cher qui permette à ce style de festival de s'organiser parce qu'en général, c'est gratuit ou alors très peu rémunéré. Mais nous avons beaucoup cherché, avons eu beaucoup de mal à trouver une salle. Donc, c'est à partir de ce choc-là que nous avons commencé ces activités, à vouloir avoir cette salle et proposer cette prestation à ces acteurs d'art. Et puis, bon, ça a commencé comme ça. J'ai eu un deuxième choc qui est celui de cette personne avec qui j'avais monté tout ça, qui, elle, c'est un choc, c'est pas un choc, mais elle s'est mariée, c'est très bien pour elle. Elle a eu 2 enfants depuis, mais donc elle ne pouvait plus continuer ses activités avec moi, d'une part parce qu'elle est allée rejoindre son mari et habite assez loin, et bon, c'était très compliqué de continuer à travailler ensemble. Ce choc m'a obligé à me retrouver face à moi, tout seul, à ces activités qui étaient déjà pas mal occupantes à deux, tout seul. Bon, ça va, je me suis retrouvé. Le plus gros choc que j'ai eu, c'est ce tremblement de terre en 2011, parce que j'étais dans un vieux bâtiment à cette époque-là, très ancien, qui n'a pas supporté ce tremblement de terre. Il n'a pas explosé, il ne s'est pas démonté d'un coup, mais il s'est bien penché, il ne s'est jamais remis droit comme il fallait. Et donc, j'étais obligé assez rapidement de déménager et de trouver un autre endroit pour pouvoir continuer ces activités. Donc, continuer ces activités et pas de la même façon parce que les lieux étaient bien différents. Ces lieux, l'endroit que j'avais avant était un endroit qui permettait de faire des expositions, voilà, je le montre ici, des expositions, donc ça se voyait de la rue, c'était au rez-de-chaussée, c'était très bien, mais maintenant, me voici ici, dans cet endroit-là, je suis au 3e étage, donc de la rue, plus rien ne se voit. Mais bon, l'intérieur est quand même bien grand, permet de faire pas mal de choses. J'ai un espace assez grand pour les expositions. Ces expositions et ateliers, on en fait en tout genre, voilà, ils sont là. Donc ça a été un choc après le tremblement de terre de changer d'habitude. Et maintenant, ce virus, cette pandémie qui est arrivée effectivement, comme l'a dit Astrid, petit à petit, en février, on s'inquiétait, en mars, tout le monde avait peur, et avril, mai, de mon côté, j'étais obligé de fermer l'école. Donc voilà une situation qui a obligé
de changer d'abord au niveau des expositions et de la salle d'art. Ça, c'est complètement fermé, je n'ai rien pu faire. J'ai essayé de la louer au coup par coup à des personnes qui voulaient faire du télétravail, ça n'a pas été facile. Et l'école, je me débrouille à faire ce que je peux avec. Voilà pour ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et comment évoluer avec ça. Je laisse ma place au suivant. Merci Eric. Juste une petite précision. Quand tu dis que tu as dû fermer ton école, est-ce que Oui. est-ce que c'était quelque chose de purement choisi ou est-ce que c'est parce que tes étudiants ne venaient plus et est-ce qu'ils ont arrêté de venir d'un coup ou est-ce que ça a été progressif? Comment tu l'as ressenti? Oui, ça a été assez progressif. Ça a été progressif et je sentais qu'il y avait cette perte de confiance de la part de ces étudiants qui voyaient que moi, je ne réalisais pas le danger d'organiser des leçons de groupe. Et par bienfait sanitaire, j'ai préféré fermer mon école, par sécurité sanitaire. Voilà. D'accord, oui, tu as raison, c'est important pour gagner la confiance de ses clients. Il faut parfois accepter de ne pas travailler temporairement. Voilà, tout à fait, c'est dans ce but-là que je l'ai fait. Bien, merci. Donc, je laisse la parole à Michael. Merci. On a noté que mon micro faisait du bruit. Vous me le direz si ça arrive. Et moi, ça fait 40 ans que je suis là. Je suis venu en 71, comme j'ai dit, et je me rends compte qu'il y a eu plein de chocs. À peu près à tous les 5-6 ans, si on peut dire. Dans la vie, il y en a des hauts et des bas. Et les catastrophes naturelles, on en a nommé. Et moi, j'ai filmé tout de suite après le tremblement de terre à Kobe. En 2011, il y a eu le 3-11, séisme, tsunami et le désastre nucléaire. En 2020, le coronavirus. Mais il y a aussi des chocs économiques. En 91, la bulle, ce qu'on appelait la bulle économique, l'économie était en expansion, elle a pété d'un coup, pas de travail après. Et 92, TF1 a fermé son bureau après 2 ans ici, parce que ça coûtait trop cher. En 2008, il y a eu le choc Lehman. Mais il y en a des problèmes qui arrivent. Et pour, j'essaie de me couper. Et les désastres naturels, des gens qui sont dans le journalisme, et moi je suis cadreur de télé et de news, quand il y a des désastres, on nous appelle, au contraire de la plupart des gens, on peut avoir du travail. J'en avais plein après le désastre à Tohoku en 2011. Et il y a aussi les changements technologiques. C'est moi à gauche en 70 avec un téléphone, un prototype de téléphone portable. Vous voyez comment ça avance. Et à droite, j'avais beaucoup de travail avec l'envoi par satellite. Que ce soit des nouvelles, que ce soit corporatif, que ce soit médical. Il n'y en a plus, bien sûr. Tout se passe sur le web. Et dans mon temps aussi, j'ai fait des documentaires qui touchent sur des problèmes sociaux et maintenant, depuis avant les Olympiques qui ont été remis. Et bien sûr, c'est moins bienvenu de faire des choses sur des questions critiques. Et j'ai presque pas de travail. Mais l'effet des chocs, après tous ces chocs-là, la vie normale est brusquement interrompue. Les budgets chutent, dans tous les cas. Il n'y a plus les budgets qu'il y avait avant. Dans mon cas, on pouvait acheter des petites caméras vidéo beaucoup moins chères, mais la qualité de production change, tombe, pour être vrai. Mais s'il n'y a pas de budget, les clients, ils l'acceptent. Et à cause de ça, la compétition s'accroît. Il y a de plus en plus de gens qui peuvent offrir des services, entre guillemets, de production. Il faut dire que tout le monde peut écrire, mais ce n'est pas tout le monde qui devient un auteur ou un poète. Eh bien, la qualité est vraiment pas la même, mais c'est une réalité. Et une autre chose qui arrive, c'est que les paiements des clients parfois tardent. Pour ne pas rentrer dans les détails. Et donc, depuis le coronavirus, il y a annulation des projets. Il y a bien sûr les Olympiques qui ont été remis. Il y aurait eu du travail peut-être.
les projets corporatifs, les procès judiciaires où je faisais du travail dans les cours américains à l'ambassade, même mes documentaires, tout a été, entre guillemets, remis. Ben, en fait, ça ne reviendra pas. J'ai aucun revenu en ce moment et on parlera tout à l'heure de comment on peut peut-être passer à travers ces périodes. Voilà. Merci Michael pour cette description très objective et très honnête. Donc, nous allons passer maintenant à la partie 3. Nous avons intitulé un peu de façon hollywoodienne la survie. Donc avec l'idée, comme je l'indique, d'expliquer comment on réagit après une période de choc. Et pour cela, je commence par laisser la parole à Astrid. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, moi j'ai mis un bon mois, donc de la mi-mars à la mi-avril, à un peu réaliser la situation. Il y avait énormément d'incertitudes côté tourisme et côté enseignement. Donc à la mi-mars, voilà, je regardais comment ça se passe et entre guillemets, j'avais ce luxe de pouvoir attendre car j'avais et j'ai encore des économies qui me permettent d'aller à mon rythme et de pas paniquer. Et aussi, mes établissements scolaires et aussi une partie de mes cours particuliers ont eu la gentillesse de me payer en partie donc, les cours annulés à cause du coronavirus. Au bout d'un mois quand même, donc jusqu'à la mi-avril, là, j'ai vraiment réalisé que, même si j'avais confiance en mes agences de voyage, que je savais qu'elles n'attendaient que, de me donner, du travail, le tourisme était un secteur assez instable et tant que les frontières seraient fermées, les voyageurs ne pourraient pas venir et que peut-être ça ne serait pas la première préoccupation, des Français à voyager, au Japon. Et de l'autre côté, côté enseignement, le fait d'avoir très peu de cours, en fait, quelques-uns en ligne, je me suis dit que mes élèves allaient peut-être se désintéresser du français. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, à la mi-avril, j'ai enfin commencé à me bouger les fesses et j'ai contacté plusieurs freelanceurs pour voir comment eux géraient la situation. C'est comme ça que j'ai découvert donc, la plateforme de visioconférence Zoom que nous utilisons actuellement. Également aussi différents systèmes de paiement en ligne. Je n'étais pas du tout acclimatée, on va dire, à ce monde-là. Donc, je sais que par exemple, PayPay est très populaire au Japon. Donc, j'ai créé voilà, mes comptes un peu partout. Et voilà, c'est pour ça. Et oui, et aussi côté aide gouvernementale. Donc, je me suis renseignée pour pouvoir toucher cette fameuse aide d'1 million de yens adressée aux freelanceurs. Côté tourisme, donc je fais de temps en temps coucou à mes agences de voyage, mais je sais qu'elles sont impuissantes hein, pour l'instant. Et à part ça, donc entre guillemets, j'ai laissé tomber. Je ne cherche pas à développer mes activités dans le tourisme actuellement. Donc, je mise tout sur l'enseignement. Mais donc, un de mes établissements scolaires, je viens de l'apprendre aujourd'hui, a décidé qu'il ne réouvrirait mon cours qu'à partir de septembre, éventuellement. Par contre, l'autre a mis ses cours en fait en ligne. Et là, donc, j'ai pu finalement augmenter le nombre de mes cours puisque j'ai pas les activités touristiques à côté. Et en dehors de cet établissement scolaire, j'ai pu également augmenter le nombre de mes cours particuliers finalement, même si certains ont été annulés, j'ai pu en augmenter plus et aussi différents cours de formation de guide également. Donc, il y a quand même quelques avantages. Donc, on va dire que vraiment la plateforme Zoom a changé ma manière de travailler. Aujourd'hui, je fais énormément d'ordinateur, ce qui n'est pas forcément bon pour ma vue. Je suis là à envoyer des invitations à Zoom à droite à gauche, je fais un peu de secrétariat. Et surtout, j'ai poussé mes élèves à venir sur Zoom et ça n'a pas été facile. Hein. Je les ai incités, poussés, presque harcelés petit à petit en disant allez, je vous forme. Et je dirais que j'ai bien formé plus d'une vingtaine de personnes depuis. Je fais ça en 10-15 minutes de manière très pédagogique. Et pour ceux qui n'avaient pas le matériel, certains ont fait ce qu'il fallait pour en avoir. Après, j'avais aussi beaucoup de personnes d'un certain âge qui n'étaient pas forcément donc, habituées à utiliser Internet et d'autres aussi ne sont pas intéressés à avoir des cours virtuels comme ça. Donc, j'ai quand même perdu, entre guillemets, quelques élèves. Peut-être que je vais les récupérer là en juin avec le déconfinement. Et oui, sinon, quoi d'autre? Je pense que c'est bon.
Et voilà. Et côté finance, par contre, bah, comme je misais donc la moitié de mes revenus sur le tourisme, donc il me reste plus que l'autre moitié. Et aujourd'hui, actuellement, je suis plus entre guillemets dans la préparation pour monter des nouveaux cours, des choses comme ça. Et je pense que je tape encore dans mes économies pour vivre au quotidien. Voilà. Ah, bon, merci beaucoup Astrid. Mais ne pars pas tout de suite, j'aurai des questions pour toi. Avant ça, je voudrais juste faire remarquer à quel point je trouve formidable avec cette crise, comme elle a poussé certaines personnes à sortir de leur confort pour essayer des choses nouvelles. Dans le cas d'Astrid, il y a encore pas très longtemps, elle venait juste de quitter le pigeon voyageur, elle ne savait pas utiliser un smartphone et maintenant elle forme des gens sur Zoom. Moi, je trouve Voilà. ça quand même extraordinaire. Alors, en parlant de Zoom, j'aurais juste voulu savoir rapidement quelle a été donc, la réaction de tes élèves. Donc, tu disais que certains ont suivi, d'autres non, mais de manière générale, comment ça s'est passé? Est-ce que la majorité des élèves ont suivi ou est-ce que la majorité, au contraire, ne voulait pas de cours non physiques? Au tout début, donc mi-avril, j'étais pas du tout confiante en ça. Voilà, c'était vraiment petit à petit. Quand j'en avais réussi à en avoir un, j'étais très contente. Et puis, je poussais mes élèves japonais à envoyer un petit mail aux autres, à les rassurer. Donc, je fais ça comme ça. Et aujourd'hui, je dirais que la plupart, quand même, peut-être 80% de mes élèves maintenant sont revenus sur Zoom. Et entre guillemets, ceux qui n'y sont pas parce qu'ils ne sont pas intéressés par un cours virtuel ou parce qu'ils n'ont pas le matériel. Mais c'est plutôt peut-être du désintérêt. Ils n'ont pas envie d'être devant un ordi, ils ne trouvent pas ça très chaleureux. Mais par contre, certains élèves, grâce à Zoom, ont pu augmenter leur nombre de cours, comme ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, j'arrive, je pense, presque au même nombre de cours qu'avant donc la mi-avril. Et j'ai même certains anciens élèves qui avaient dû arrêter les cours parce qu'ils s'étaient mariés, ils avaient retrouvé le travail, ils avaient déménagé, qui m'ont contacté pour reprendre les cours. Donc finalement, il y a quand même plus de positifs que je ne l'imaginais. Voilà. D'accord, très intéressant. Merci pour ce témoignage. Je vais maintenant laisser la parole à notre intervenant suivant, Eric. Oui, donc moi, dans ce présent, ce qui est compliqué, c'est que effectivement, ma salle d'exposition et d'atelier, elle, je ne peux pas accueillir des personnes pour faire cela, donc c'est en stand-by. Ce stand-by me permet ce que je n'ai pas trop de temps quand c'est occupé, de faire un peu de maintenance et de préparation pour la prochaine ouverture. Il y a toujours des choses à faire dans une salle, dans un atelier, pour faire plaisir à son public, autant le public qui vient assister aux ateliers qu'aux créateurs d'ateliers. Et j'ai pas mal de travail de préparation en ce moment pour le futur. Et l'école, je fais comme Astrid aussi, j'ai utilisé Zoom pour faire quelques leçons. Je dis quelques parce que mon intérêt dans le français, c'est que mes clients viennent à l'école et qu'ils viennent prendre les leçons et qu'ils participent en même temps aux ateliers qu'il y a. Et tout se passe chez moi, dans mon espace, et je ne veux pas le remplacer par de la visioconférence. Cette visioconférence qu'on fait actuellement serait un plus, mais pas, je ne veux pas tout miser là-dessus et je mets la priorité à l'espace que j'ai, l'école et mon espace atelier, exposition. Donc je fais tout pour que tout revienne, si possible. Je sais que ça sera long, lent, mais j'essaie de faire en sorte et d'imaginer que ça reviendra. Le problème, c'est qu'avec tout ça, le festival que j'organise chaque année, là, c'est en stand-by. On se demande si on va le faire ou pas, avec mes artistes qui me suivent chaque fois et le groupe d'endroits où on le fait, ces festivals, qui hésitent à accepter du monde ou pas. Donc, on ne sait pas si on va le faire. Le voyage que je fais en France sur le canal du Midi, là, c'est annulé. Ça, c'est une grosse perte d'activité de mon côté et de relations, de relationnel que je fais avec mes clients, mes étudiants et toutes ces activités intéressantes. Je fais aussi dans mon école en général des ateliers de cuisine où on fait la cuisine ensemble
tout en parlant français, et on mange ensemble ce qu'on a fait, tout en continuant de parler français. C'est autant un apport linguistique que culinaire, et surtout de plaisir. Ça, c'est annulé pour le moment, et je ne sais pas quand est-ce que ça pourra reprendre. Donc, je suis dans une situation d'attente. J'ai fait, moi, la demande il y a quelques semaines de ça, de l'aide gouvernementale que j'ai reçue, et ça m'aide beaucoup dans ce présent à vivre, parce que mes économies, j'en avais quelques-unes aussi, j'avais peut-être un mois, 2 mois d'avance, mais là, ça fait vraiment 2 mois que c'est fermé. Le mois d'avant, qui était à moitié fermé, j'étais en train d'avoir vraiment des soucis d'argent, et cette aide gouvernementale fait du bien pour donner envie de repartir. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je laisse la parole au suivant. Bien. Merci Eric. Donc nous passons à l'intervenant suivant, Michael. Alors Michael, oui, tu es parmi nous, c'est bon, je Oui. te laisse donc la parole. Bon, les solutions. Ce pas toujours les meilleures solutions, mais les solutions possibles. Par exemple, dans mon temps, on a laissé tomber notre numéro de téléphone de fax qu'on payait à part. Et on rit des Japonais qui servent encore des fax et des tampons Hanko. Mais j'en ai besoin. Alors maintenant, on a un répondeur fax. Il y en a qui ont laissé tomber leur imprimante. Moi, non, je le garde, j'en ai encore besoin. Mais il y en a qui font, ça coûte cher l'encre, et qui font des copies au combini, pourquoi pas. Et ne pas avoir de numéro de téléphone à la maison. Avant, ce n'était pas pensable. Maintenant, les jeunes, la plupart peut-être de nos participants qui écoutent cette présentation, n'ont pas de numéro de téléphone de maison. Mais si j'en ai un, de bureau, si on peut le dire, on ne s'en sert pas. On a besoin uniquement de mobile. Et je connais même un gars qui fait de la production qui a aucun numéro de téléphone parce que Skype, on n'a pas le droit au Japon d'avoir un numéro attaché aux appels. Alors, il reçoit Line, WhatsApp, Messenger, il reçoit des communications par des moyens gratuits et il arrive à faire du travail, il fait un bon travail. Et j'espère que vous savez tout le monde que Skype Out existe. C'est un moyen de faire des appels téléphoniques outre-mer qui ne coûtent pas cher et ça fait longtemps que je m'en sers. Ensuite, l'obsolescence, c'est un grand problème dans mon domaine, qui est la production de télé, vidéo. Et la salle de montage que vous avez vue tout à l'heure, maintenant, on peut tout faire dans un ordi. J'en ai deux, ça c'est mon truc personnel, ça c'est pour faire le montage. Et j'ai fermé la salle de montage graphique aussi. Et une machine comme ça coûtait 6 millions de yens, la caméra aussi. J'ai tout jeté, j'en ai plus besoin. Je m'en sers plus du tout. Et donc, je ne l'ai plus. Et donc, c'est une possibilité pour tout le monde. Il faut, à un moment donné, se divestir, laisser tomber tout ce qu'on faisait avant et commencer à nouveau, pour ainsi dire. Les stratégies pour maintenir, est-ce qu'on court après les anciens clients? Il y a des gens qui essaient. Moi, je le faisais dans le temps parce que j'avais rien à faire, j'avais pas de travail pendant toutes ces crises. Et il y a très peu de gens qui venaient de mes anciens clients et je trouvais que ça me donnait quelque chose à faire, de la vente. Je suis pas bon vendeur, mais il y avait toujours du travail qui venait de quelque part parce que j'ai quand même une réputation. Je suis fier du travail que je fais. Il faut décider si on va baisser ou garder ses prix. Après les chocs, comme je disais, il y a beaucoup de compétition, les budgets sont plus là. Est-ce que vous allez faire tomber ce que vous chargez pour le travail que vous faites, qui est très haut de la gamme? Il y en a qui ont choisi l'un ou l'autre, et ce n'est pas meilleur ou pire, il faut y penser, il faut décider. Ne pas vendre ses services moins que la compétition pour avoir du travail parce qu'on se sent angoissé, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'après, les prix ne peuvent plus remonter. Je connais un gars, un Canadien qui est arrivé avec une caméra de télé du Canada. Il travaillait tout seul, il chargeait la moitié de ce qu'on chargeait. On se demandait comment il peut arriver. Sa caméra est tombée en panne. Il a fallu rentrer au Canada, il n'y avait aucune épargne. Alors faites attention à ça. Et s'adapter, est-ce qu'on change de métier à chaque fois que ça devient difficile? On change de carte d'affaires, on change
d'adresse courriel, on change de site web. Où est-ce qu'on choisit la continuité? Moi, j'ai choisi la continuité. C'est pas, on a tous des casquettes, plusieurs casquettes. Dans Freelance France Japon, il y a personne qui fait seulement une chose. Mais quand même, j'ai visé la continuité, mais c'est une décision à prendre et c'est à chacun à prendre, à bien y penser quand même. Au prochain. Voilà, merci Michael. Très intéressant, notamment cette question de la continuité et puis surtout en période de crise, est-ce qu'on doit baisser ses prix ou essayer de les maintenir au même niveau? Bien entendu, chacun a des façons de procéder différentes, mais moi qui ne suis pas du tout dans le même secteur, je suis dans la vente, je vois les ravages des gens qui ont trop voulu baisser les prix dans une mauvaise période. Parce que le problème, c'est que quand les choses vont mieux, c'est très difficile de les remonter. Très difficile d'expliquer à des clients que tout à coup, vous allez leur demander le plus cher parce que ce que vous leur chargiez avant, c'était un prix anormal. Donc faites très attention. C'est tentant, surtout en période de crise, de vouloir charger très bas, mais c'est pas toujours une bonne chose, sans compter que ça risque de vous dévaloriser. Combien de sociétés ne veulent pas embaucher des gens qui sont trop pas chers parce qu'elles pensent, peut-être à tort, que leur travail sera de mauvaise qualité. Si votre prix est vraiment trop éloigné du marché, vous risquez au final de nuire à votre réputation et du coup avoir encore moins de travail. Voilà. Sur ce, nous allons passer à la dernière partie, donc celle que nous avons intitulée le long terme, où nos intervenants vont nous expliquer plus en détail comment ils pensent que cette crise va influencer leur métier et leurs activités, donc sur le long terme. Oui. Donc moi, au début, j'ai plutôt pensé donc, aux avantages et aux inconvénients donc, qui émanaient de cette situation. Et les avantages, donc, comme l'a dit tout à l'heure Florian, en se moquant un petit peu, c'est que j'ai acquis des compétences dans le télétravail, alors qu'avant, j'étais toujours à l'extérieur pour mes cours et comme guide. Et donc voilà, maintenant je sais me servir des plateformes de visioconférence, de différents systèmes de paiement en ligne. Ça sera une roue de secours dans le futur. Je pourrai toujours reprendre mes activités d'avant et faire du télétravail à côté et même augmenter mon travail, comme je disais tout à l'heure, en augmentant en fait le nombre de mes élèves. En ce moment, c'est ce que je suis en train de faire après d'abord avoir quasiment stabilisé mes élèves d'autrefois. Les inconvénients, c'est que bien sûr, j'aimerais quand même en partie que ça revienne comme autrefois, rencontrer les gens en vrai. Aussi, côté économie, c'est qu'elle commence à fondre petit à petit et qu'aujourd'hui, je ne gagne pas assez que comme guide. C'est un autre point. Et aussi, côté visa. Pour l'instant, je pense que ça devrait aller, mais donc le fameux établissement scolaire qui a dit qu'il reprendrait mes cours en septembre est censé me sponsoriser. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et pour information, donc j'ai un ami conseiller juridique qui m'a dit qu'il fallait vraiment faire attention. J'aurais pensé en fait que l'immigration aurait été plus sympa avec les étrangers en cette période. Apparemment non, ils ont l'air d'être un peu plus sévères. Donc faites aussi attention à vous. Voilà, montrez bien ce que vous avez fait pendant cette période-là. Vous n'êtes pas entre guillemets des assistés. Et donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire en attendant jusqu'au long terme, en attendant que ça revienne un petit peu comme autrefois. Déjà, donc continuer à m'adapter, à m'améliorer et même à investir dans les cours en visioconférence. Par exemple, donc être toujours à la recherche de nouvelles informations. Il y a encore quelques jours, on m'a présenté la plateforme Webex qui finalement ne m'a pas convenu. J'en profite aussi parce que dans les questions, on parlait de Skype. C'est vrai qu'on a tellement parlé de Zoom du jour au lendemain en France, partout dans le monde. Et il y a énormément de fonctionnalités, comme par exemple le tableau blanc que j'utilisais énormément pour mes cours et qu'il n'y a pas sur Skype. Skype, ça faisait bien 5 ans que je n'avais pas utilisé. Donc, c'est vrai que Zoom est très pratique et très lisible, très agréable à utiliser. Et aussi, j'investis puisque là, j'inaugure en fait mes premiers écouteurs avec micro. Je ne sais pas si le son est mieux qu'avant. Et aussi le contenu, donc il faut toujours essayer de voir ce qui peut intéresser les élèves malgré cet espace qu'il y a entre nous. Donc, par exemple, me remettre à faire des PowerPoint, ça fait aussi longtemps que je n'en ai pas fait. Voilà, donc chercher de nouvelles idées à chaque fois.
Aussi, en dehors des cours de visioconférence, diversifier mes domaines d'activité. Donc là, c'est vrai que j'ai un travail assez important de transcription, donc il est tombé au bon moment. Aussi, je peux éventuellement chercher dans la traduction, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce secteur-là. Et aussi, utiliser, entre guillemets, mes autres cordes de mon arc, que je n'avais pas encore utilisées, à savoir un diplôme en fait, d'expert en vin et aussi d'interprète judiciaire. Et c'est deux activités que je n'ai pas encore pu, entre guillemets, exploiter, même si je pense que le marché actuel n'est pas forcément très prospère en ce moment. Et aussi, pourquoi pas, prendre enfin le temps de passer ce fameux FLE, français langue étrangère. Voilà, j'y réfléchis. Après aussi, pour l'instant, je pense que ça va, mais peut-être que j'aurai besoin un jour peut-être plus me vendre, faire plus de publicité. Donc, rappeler aux élèves, aux anciens élèves ou éventuellement faire un petit tri dans mes cartes, mes mails, mes cartes de visite ou mes emails et voir éventuellement quel potentiel client pourrait être intéressé par mes activités. Éventuellement, aller sur les réseaux sociaux, même si ce n'est pas trop mon truc. Hein. Je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de LinkedIn. Pour l'instant, le bouche-à-oreille m'a toujours très bien servi. Et aussi, pourquoi pas, changer un petit peu de manière peut-être de vivre et passer plus de temps, dire consacrer plus de temps à ses loisirs, peut-être qu'on avait oublié, se remettre au piano par exemple, ou à la littérature française, ça fait un moment. Et pourquoi pas aussi regarder ce qu'il y a dans les activités bénévoles, j'ai jamais eu le temps d'en faire. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle manière de, pas seulement de travailler, mais de vivre. Voilà. Merci Astrid. Quelques questions. Donc, tu avais mentionné tout à l'heure que tu tenais le coup grâce à tes économies, ce qui au passage montre à quel point c'est important d'en avoir, et surtout quand on est freelance, on n'est jamais à l'abri d'un coup dur, et les économies, c'est ce qui permet de tenir. Donc, quelle est ta situation actuelle par rapport à ce que tu avais à la même époque l'année dernière? Ah, j'ai pas fait le calcul, mais ça va. À la base, je suis pas trop dépensière, donc ça va. Financièrement, c'est bon. Ça va, tout va bien. D'accord, donc tu as réussi en développant tes activités en ligne, enfin pour la partie enseignement, à rattraper le manque à gagner que tu avais par le tourisme qui, lui, pour le coup, est complètement disparu. Je veux dire que je pense qu'en pourcentage, je tape encore un petit peu dans les économies, mais j'ai des économies, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop. Je peux taper dedans. Entre guillemets, ça sert à ça que d'en avoir. D'accord, d'où l'importance d'en avoir encore plus, n'est-ce pas? Et quelle est ta vision sur le long terme de l'enseignement tel que tu le pratiquais avant et tel que tu pratiques maintenant? Est-ce que tu penses que les deux vont se poursuivre conjointement ou est-ce que tu penses que de plus en plus de gens vont être attirés par le côté pratique de l'enseignement en ligne et du coup avoir tendance à délaisser l'enseignement traditionnel? Je pense quand même qu'il y a une bonne partie des personnes qui voudront avoir des cours en présentiel, par exemple les personnes âgées qui ne sont pas forcément familières aux nouvelles technologies et aussi après l'envie de se rencontrer. Donc là justement, l'autre établissement scolaire est en train de demander aux élèves ce qu'ils préféreraient. Je pense qu'une partie pour l'instant a peur et préfère rester sur Zoom. Et dans le futur, de toute façon, oui, je pense que je vais garder les deux, je garderai les deux. Et Zoom, comme je disais tout à l'heure, est vraiment une roue de secours. Ça veut dire que si par exemple, je ne sais pas s'il y a un typhon, c'est vrai qu'on devait annuler les cours en présentiel, et bien là, on pourra quand même les continuer en ligne. Comme je disais, je pourrais toujours avoir de nouveaux élèves. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être gagnante sur les deux plans, pouvoir recommencer mes cours en présentiel et en augmenter en ligne. Donc, côté enseignement, je n'ai pas trop voilà, d'inquiétude. Ensuite, côté tourisme aussi, moi, je suis à la base très optimiste. Donc, j'ai confiance, comme je disais, en mes agences. Je sais que dès qu'elles auront des demandes, elles me contacteront. Et je pense que dans le futur, peut-être que les Français, quand ils sélectionneront leur destination de voyage, peut-être que l'hygiène sera un critère important comme on l'a vu avec la propagation du virus. Et on sait que les Japonais voilà, font des petites courbettes, on ne se touche pas, portent très facilement le masque. Il y a cette culture qui est très prégnante. Donc, ça peut être un argument, entre guillemets, en plus de tous les arguments qu'a le Japon à mettre en valeur. Et aussi que peut-être, vu l'instabilité actuelle donc de la pandémie, les
des touristes qui avaient tendance à tout faire eux-mêmes, à réserver les avions, les hébergements, les activités, tout par eux-mêmes, peut-être auront plus tendance à revenir sur des agences de voyage qui, entre guillemets, sont une sécurité en cas de souci, de rapatriement, d'annulation, comment faire, tout ce qui est frais, tout ça. Et donc, en passant par des agences, finalement, j'aurai peut-être plus l'occasion d'avoir des voyageurs, puisque je ne passe que par des agences. Donc, je suis aussi optimiste. Peut-être que j'aurai plus de travail finalement. Je pourrais toucher plus de personnes qu'autrefois. Et sinon, je dirais, le Japon s'est quand même relevé de la Seconde Guerre mondiale en devenant pendant un moment la deuxième puissance mondiale économique. Il y a eu le séisme de 2011. Plus personne ne croyait en Japon, et même les Japonais. Et l'année d'après, on battait le record du nombre de voyageurs étrangers au Japon. Et ce record a été battu d'année en année jusqu'à malheureusement cette année-là. Donc, quand même, voilà, le Japon a beaucoup de capacités et avec le report des Jeux Olympiques, et puis je pense que le gouvernement japonais a vraiment pris conscience de l'importance que représentait le tourisme, je veux dire, économiquement. Donc, je pense que le gouvernement va pousser ce secteur-là. Donc, je suis plutôt optimiste. Bien, merci beaucoup Astrid. Bon, je vois que j'ai un petit problème de vidéo que je m'en vais résoudre. Et pendant ce temps, je laisse la parole à Eric. Oui, bon, les solutions, est-ce qu'il y en a? Je n'en sais trop rien. Ce que je fais de mon côté, je mets vraiment en place pour redémarrer, tout en place. Et je pense que le présentiel, pour moi, est très important, que mes clients viennent dans mon école continuer comme avant ce qui se passait. Je veux le continuer, le mettre en valeur. Ça va, je pense, moi aussi, je suis assez positif et je pense que ça va revenir comme avant, progressivement. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ce que Zoom va m'apporter, ça sera un plus, comme je disais tout à l'heure. Je peux l'adapter à mes leçons, du fait que si sur un groupe de 3 étudiants, le quatrième où il en manque 2, ils peuvent participer à la leçon. J'ai un grand écran dans ma salle qui permettra de faire comme si ce client était non virtuel, mais dans la salle. C'est intéressant à faire. Ensuite, en leçon, donc Zoom pour moi, ça m'a permis de continuer de vivre ce présent. Ça me permettra d'améliorer peut-être un avenir que je vois, que j'imagine, mais je ne compte pas vraiment dessus. Mes leçons, surtout mes leçons, comme elles sont basées sur la prise de conscience et la mise en situation de ce qu'on apprend, on est appelé à se lever, marcher dans la salle, faire parler en même temps qu'on fait. Donc, en visioconférence, c'est très difficile d'utiliser ce style de méthode de leçon. Et ça ne m'intéresse pas réellement, franchement, non plus de continuer sur Zoom. Donc, je mise sur le présentiel. Mais les expositions, les ateliers que je faisais avant, qui se faisaient dans ma salle, vous voyez, tel que vous le voyez là, souvent c'est beaucoup de personnes en même temps et c'était une ambiance très intéressante, plaisante, accueillante. Mais bon, on ne peut plus faire comme ça. Mais ça ne s'arrête pas pour autant. Au lieu qu'il y ait 20 personnes ou 30 personnes dans la journée, il y aura 2 fois 15 personnes. C'est faisable, c'est jouable. Et pour cela, j'ai créé, là c'est ce qu'on faisait avant, vous voyez tout ce monde. Voilà, j'ai changé un espace. J'ai créé des tables qui sont une table par personne qu'on peut assembler au cas où on a besoin d'un groupe, là, 6 personnes qui auraient au minimum 1,50 m entre elles. Ça permet dans des conditions sanitaires, de créer des petits groupes. Et je vais partager en même temps mon école et mon espace atelier. Ce qui fait qu'en semaine, je n'ai pas beaucoup d'ateliers, mais j'ai beaucoup de leçons. Ce qui fait que mes leçons, je les ferai dans la salle d'exposition, la salle d'atelier. Et j'ai donc préparé, là on voit mes tableaux de couleurs avec les mots que j'utilise, et un espace assez grand qui peut accueillir 5, 6, 7 étudiants en laissant un espace minimum sanitaire entre eux. Donc moi, je vise sur une adaptation
une adaptation aux problèmes actuels enfin, aux problèmes actuels et aux problèmes qui va continuer, mais qui va petit à petit s'enlever, je l'espère, et redevenir à la normale. Voilà ce que je pense. Bien, merci Eric. Donc j'ai bien noté que dans ton cas, tu n'as pas l'intention de poursuivre les activités en ligne, que tu comptes vraiment sur le côté présentiel. Mais Oui, est-ce tout que à tu, mais est-ce que tu penses néanmoins que ce que tu parlais tout à l'heure, c'est très intéressant, comment tu as été obligé de refaire ton offre finalement, c'est-à-dire de réarranger ton espace et que ça implique en général une perte de place, ce qui du coup veut dire donc moins de participants. Donc est-ce que ça va changer après financièrement? Est-ce que tu vas être obligé de facturer plus cher pour compenser le fait qu'il y ait moins de personnes? Comment tu vois l'évolution de ton activité? L'espace, je l'ai d'ailleurs, ce que j'ai prévu et ce que j'ai calculé dans les tailles des tables que j'ai découpées, c'est que cet espace peut être restreint au départ et peut permettre d'avoir en fait plus de personnes qu'avant. Ça me permettra de mieux organiser et d'avoir plus de personnes dans la salle autour de ces grandes tables réunies. Donc c'est progressivement, c'est sûr que j'aurai une perte d'argent au départ. Mes prix, je ne les change pas. Ce que je change, c'est le temps de location. En fait, je baisse les prix quelque part, mais je fais le même prix, mais je laisse la salle plus longtemps à mes personnes pour que, par exemple, un atelier qui aurait un habituel 30 personnes, qui puisse le diviser en deux, donc rester plus longtemps et faire 2 fois 15 personnes. Voilà comment je le vois, pour garder mes clients surtout. D'accord. C'est intéressant parce que par exemple dans la vente, c'est souvent le contraire. On a tous vu dans les grandes surfaces des industriels qui discrètement réduisent la taille des emballages et donc la quantité du produit pour le même prix. Toi, c'est le contraire. Donc c'est une démarche très intéressante. Oui, parce que je sais qu'en fait, mes clients qui sont créateurs, qui sont hôtes de ces ateliers, qui font ces ateliers-là, sont dans la même situation que moi. Si je monte les prix maintenant, ils ne pourront pas suivre. Eux aussi sont pris à la gorge en ce moment. Donc je leur offre, et c'était en fait le but au départ de ce que j'ai monté, c'est de permettre à des créateurs qui ne sont pas des vrais professionnels, qui n'ont pas l'argent pour ça, d'arriver à montrer ce qu'ils veulent faire, de pouvoir se prouver eux-mêmes de le faire à un prix intéressant. Et si maintenant je leur casse ce prix-là sur le dos, tout à coup je monte les prix, ils ne suivront pas, ils ne pourront pas le faire. On est tous dans la même situation, c'est une entraide. Je sais qu'ils le comprennent et ils me suivront et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Eric pour ces explications. Nous passons donc à Michael, notre dernier intervenant, après quoi nous passerons à la session de questions-réponses. Bon, le futur. Eh oui, le futur. Est-ce qu'on le voit venir, le futur? Est-ce qu'on peut prédire le futur, le bal de cristal? On disait que dans mon domaine, que les drones, ça serait le futur. Tout le monde commençait à en acheter des caméramans. Eh bien, non, c'est défendu un peu partout, presque partout, je dirais même. Et donc, c'est pas, comment dire, c'est pas magique le futur. On peut se tromper parfois. Et si on pense au futur, j'espère que tout le monde est au courant qu'il est très fort possible qu'il y ait un tremblement et un tsunami de l'équivalent au plus fort ce qu'il y avait à Tohoku. Ça s'appelle en anglais Nankai Trough, l'eau Nankai. Et Tokyo, qui est ici, peut être très endommagé. C'est en retard même. Et j'espère que vous pensez au futur, vous planifiez ce qui pourrait arriver. Vous avez vos kits de sauvetage. Je veux dire, il y a quelqu'un au début de coronavirus qui a dit « Oh, oui, qu'est-ce qu'il faut que j'achète si jamais on ne peut pas sortir ?» Ben non, c'est le tsunami, le tremblement qui va sûrement arriver un jour ici à Tokyo. Pensez-y un peu. Pensez au futur, quoi. Ça fait 40 ans que je suis là. J'ai appris à penser au futur. Par exemple, moi, jeune, j'étais artiste. Je pensais pas du tout à tout ça. Je faisais ce que j'aimais, je le fais encore. C'est grâce à ma femme qu'on a payé 25 ans, 350 mois dans les régimes de santé et de retraite. Et maintenant que j'ai un certain âge, c'est pas beaucoup, mais je suis content qu'elle l'ait fait.
il y aura la décision pour vous de soit rester au Japon, soit de rentrer chez vous ou peut-être vivre dans un tierce pays. Moi, je suis ici pour le long terme, donc pensez-y un peu. Et pour la production vidéo, des gens qui peuvent moins voyager, les équipes locales. Moi, je suis professionnel, je suis au Japon, je filme surtout pour des étrangers, pas pour la télé japonaise. J'espère qu'il y aura plus de travail qu'avant, maintenant que c'est pas facile à déplacer des équipes. Il y a l'interdépendance que je dis, la coopération. J'adore la coopération, plus que la compétition, mais on est compétitif quand même à un certain point. Mais des projets bénévoles et coopératifs, je suis en plein dedans, j'y crois encore. Et c'est peut-être le moment, plus que jamais, de le faire. Dans FFJ, nous avons de l'entraide. Ça, c'est un atelier que j'ai donné sur le côté juridique des tournages, et des permissions, droit à l'image, etc., etc. J'ai commencé dans l'art, je continue à aider aux artistes. Ici, c'est un rakugo-san, c'est du rakugo, conteur, qui fait des sujets sur la pauvreté, sur les SDF. Et je continue au futur, comme je faisais avant, à suivre des sujets à long terme. Ici, c'est les morts dans les hôpitaux psychiatriques. Ici, c'est les immigrants, les migrants, les réfugiés qui sont pas les bienvenus au Japon pour être charitables. Ils ont beaucoup de problèmes. Et donc, je vais continuer à faire des projets comme je faisais à long terme et j'espère que parmi nos participants, des gens qui nous écoutent, qu'il y en aura qui commenceront à faire des choses qu'ils voulaient faire et que ça débutera, qu'on restera derrière nous de quoi valable, contribuer à cette société et même à l'humanité dans la mesure du possible, comme on peut en tant qu'individu. Voilà. Bien, merci Michael. Belle réflexion philosophique. On n'est pas que son travail, après tout. C'est important de faire des choses qui nous plaisent aussi. Il faut trouver un équilibre entre ce qu'on a envie de faire pour le plaisir et puis ce qui paye les factures, n'est-ce pas? Donc, dans le cadre de la vidéo, j'ai quelques interrogations. Donc, tu nous parlais tout à l'heure de l'évolution technologique et puis là maintenant, la société post-Covid, peut-être qu'effectivement, il sera plus difficile de voyager, les prix des billets d'avion vont augmenter, les règles sanitaires vont être plus strictes, ça va rendre les tournages plus difficiles et donc peut-être sera-t-il plus intéressant à ce moment-là de faire appel à des professionnels locaux. Qu'en penses-tu? C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, mon français manquait un peu, mais oui, c'est qu'ils ne pourront plus envoyer des équipes de l'étranger, comme on faisait dans le temps. Ça coûte cher le Japon, ça coûtait cher le Japon. Et c'est une des raisons que les équipes arrivaient d'outre-mer, même la location d'équipement est chère, tout était cher. Mais maintenant, ça va être plus cher pour arriver de l'étranger et essayer de s'établir ici, de faire quoi que ce soit. Donc, les indépendants, les freelances, qui offrent des services professionnels dans la production ou dans l'audiovisuel, si on peut dire, pour le mettre dans le sens plus large, dans le cinéma, même dans des YouTubers, il y aura une expansion, je pense, de production, de travail dans la production pour nous qui sommes ici. J'espère. D'accord. Et est-ce que tu penses, tout à l'heure on parlait de la compétition qui s'accroît, les budgets qui baissent, bon, bien sûr, c'est toujours difficile à évaluer, mais penses-tu que de manière générale, il y aura plus de demandes pour des offres, entre guillemets, qualitatives ou pour des offres plus accessibles, des petits jeunes qui filment avec leur caméra? Je sais que c'est difficile à prévoir, mais je suis curieux de savoir ton opinion. Une bonne question. Je vais vous dire la vérité. Je vous vois, je parle à tout le monde. Après les crises dont je parlais tout à l'heure, il y en a eu des crises dans ma vie ici. Et les budgets tombaient et on est plusieurs cadreurs, caméramans, DP, directeurs de production qui avons choisi de garder le même équipement qu'on avait,
Moi, j'ai une échelle de prix dépendant de l'équipement dont je me sers. Quand c'est de l'équipement pas cher, ça coûte moins cher. Quand c'est de l'équipement plus cher avec beaucoup d'éclairage, etc., toute une équipe, ça coûte plus cher. Mais j'ai une gamme de prix, mais je vais pas baisser mes prix. Et la réponse, c'est qu'on avait moins de travail. Ça, c'est la vérité. J'ai réussi à garder, à faire ce que j'aime faire, bien le faire. Ça me tient à cœur de faire un travail professionnel. J'en ai moins qu'avant. J'ai un certain âge aussi. Donc, je veux faire des choses qui me plaisent, plus ou moins. Et je ne peux pas prétendre que si on décide de charger ce qu'on chargeait avant, qu'on va avoir la même vente, les mêmes chiffres d'affaires qu'on avait avant. Ça, dans mon expérience, c'est pas vrai. Mais c'est une décision que j'ai faite. D'accord. Non, c'est bien, c'est un choix courageux et qui n'est pas toujours facile. Moi, je vois par exemple avec des gens autour de moi dans un autre secteur qui est celui de la traduction. Quand on a atteint, on va dire, un certain niveau, une certaine expertise et de l'expérience, ça devient de plus en plus difficile de justifier ces tarifs parce qu'il y a toujours des compétiteurs qui cherchent pour beaucoup moins cher et des sociétés qui sont pas trop regardantes, on va dire, sur la qualité. Donc c'est vraiment un choix, mais dans le cas par exemple de la traduction, il y a toujours des possibilités d'adaptation, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la traduction brute, on va proposer plutôt de la localisation, c'est-à-dire travailler pour des sociétés, les aider à adapter leur discours, leur marketing aux produits. Donc de la même façon, peut-on pas envisager que dans la vidéo, il faut offrir des services annexes qui justifient qu'on est plus cher que la concurrence. Avoir quelque chose en plus, on va dire. Comme tu disais tout à Cette l'heure, chose tout en le plus, monde, c'est tout le la monde peut qualité. écrire, mais tout le monde ne peut pas être écrivain. Donc, en tant que professionnel et avec une expérience, il faut avoir des services supérieurs à ce que peut offrir quelqu'un qui a moins d'expérience. Ça va de soi. Tout le monde a commencé sans expérience. Il n'y avait pas de cours vidéo quand j'ai commencé. La vidéo était noir et blanc dans les années 70. Et donc, on commence au début, tout le monde. Par exemple, une des suggestions que j'ai déjà fait dans un atelier de freelance en Japon, c'est quand on commence de donner un prix et pas surestimer ce qu'on peut faire. On sous-estime ce qu'on peut faire. Et là, on fait de la valeur ajoutée, ce que les Japonais appellent service. La deuxième fois, on a un exemplaire de ce qu'on a fait pour le prix X. La deuxième fois, on a un budget un peu plus haut, on le garde. Et là, on peut dire, pour ce prix-là, vous avez ce genre de produit. Pour ce prix-là, vous avez ce genre de produit. Et avec le temps, j'ai pu monter mes prix, puis monter la qualité aussi. Et c'est comme ça que j'ai fini avec une salle de montage de télévision. J'étais le seul, des caméras de télé, etc. Ça a pris du temps. Donc, la qualité reste, je pense, à la fin. D'accord. Offrir plus que ce que l'on fait payer pour Ah, gagner ça, la toujours. confiance Oui, du oui, client. oui, oui. Je D'accord. promets moins que je livre, toujours. Et les clients sont contents. Ils reviennent. Bien sûr, mieux dans ce sens-là que dans l'autre, n'est-ce pas? Donc, Voilà. merci beaucoup, Michael, pour tes explications. Alors maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses, donc avec tous les intervenants. Donc, je vais lire une des questions qui ont été posées dans la section Q&R. J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que si vous avez déposé des questions sur le chat, donc la fonction conversation, ces questions ne seront pas lues. Vous devez, parce que simplement elles sont noyées dans la masse. Donc, si vous voulez qu'on lise votre question, posez-la bien dans la section Q&R ou Q&A en anglais. Voilà, sachant que nous ne pourrons peut-être pas lire toutes les questions, malheureusement, si le temps nous manque, mais nous allons essayer de répondre à un maximum. Alors, pour commencer, une question spécifique à Astrid. Donc, Astrid, pourquoi Zoom et pas Skype, avec lequel peut-être davantage de gens sont déjà familiers? Aussi, les cours en ligne et les cours en présentiel touchent-ils le même public ou bien les publics sont-ils très différents? Oui, donc comme c'est tout à l'heure, finalement Skype, ça faisait tellement longtemps que j'en avais plus entendu parler et que Zoom voilà, faisait la une de tous les journaux. Donc
je suis mise à Zoom parce qu'on en parlait tout autour de moi. Et en fait, aujourd'hui, après 5 ans, je me suis remise sur Skype. Donc, j'ai dû chercher mon identifiant et mon mot de passe dans mes mails très lointains. Et parce qu'on m'a demandé de me connecter sur Skype, mais finalement, Zoom, c'est quand même beaucoup mieux. Comme je disais, pour le tableau blanc, c'est vraiment très pratique. Voilà. Et les mêmes élèves, bah oui, parce que pour l'instant, entre guillemets, j'ai pas trop cherché de nouveaux élèves. C'est vraiment des anciens élèves qui, par exemple, avaient arrêté pour X raisons, qui sont revenus. Donc, pour l'instant, c'est toujours mes élèves, voilà, c'est toujours le même public. Et c'est surtout ouais, des personnes qui travaillent souvent. Voilà, j'ai pas beaucoup d'enfants, juste comme ça. J'ai un petit cours pour les enfants avec les mamans, ce qui les arrange, comme ça, ils n'ont pas besoin de sortir. L'enfant, ça peut être compliqué. Mais voilà, ça reste le même public pour l'instant. Et même si je disais que j'allais chercher de nouveaux élèves, c'est surtout le bouche à oreille. Voilà, plutôt développer les amis, des amis, les connaissances, des connaissances. Oui. Bien, merci Astrid. Passons à d'autres questions. Donc, est-ce que vous prévoyez de refaire ce genre de live à quelle fréquence? Et je ne sais pas si je peux répondre au nom de tout FFJ, mais oui, sur le principe, très certainement, nous allons refaire ce genre d'événement. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, FFJ organise régulièrement des événements. Avant, c'était sur une base physique, présentielle. Donc, une fois tous les 2 mois, on a une réunion. Donc, où on parle de sujets sérieux tout en mangeant et en buvant. Faut pas déconner quand même, on en reste entre Français. Et les autres mois, donc, on fait des apéritifs où là, c'est plus discussion libre. Voilà, chacun parle de ce qu'il veut, c'est détendu, viennent les gens qui le peuvent. On n'a pas de pression. Disons que chacun est libre d'assister ou non en fonction de sa disponibilité. Être à FFJ ne vous engage pas, même si bien entendu, c'est toujours mieux quand les gens participent, ne serait-ce que parce que comme ça, vous allez faire des contacts, recevoir des conseils, et puis même du travail des fois. Moi, ça m'est arrivé de donner du travail à des membres de FFJ pour des activités ponctuelles, et d'autres membres de FFJ ont fait la même chose. Donc, oui, il faut autant que possible participer à nos événements. Et dans le cas du webinaire, enfin de l'événement en ligne, donc, c'est la première fois, on s'y est mis un peu forcé à cause du coronavirus. Et je pense que la formule a fait mouche et que de manière générale, ça a été plutôt bien accueilli. On a aussi passé par Zoom pour nos réunions internes. On a même fait des apéritifs à distance. Donc voilà, chacun dans sa pièce avec son verre à la main. Donc ça marchait très bien aussi. Donc oui, nous allons très certainement essayer de continuer, je dirais, alterner les deux. Voilà. Garder aussi ce côté physique parce que c'est quand même parfois plus sympa, mais en même temps avoir ce côté en ligne qui arrange beaucoup de personnes et moi le premier. Bien, Et j'espère avoir répondu à l'avantage, la question. Oui. c'est qu'on peut rejoindre des gens qui sont outre-mer. Un des problèmes qu'on avait à FFJ, Freelance en Japon, c'est qu'on a des membres qui sont en Europe, j'espère qu'il y en aura du Canada ou au Canada, je veux dire. On peut réunir des gens qui ne sont pas physiquement dans la même ville et c'est à faire, c'est un atout. On s'était dit qu'on le ferait peut-être un beau jour, mais on le fait, on est obligé, puis on l'a fait. Puis c'est pas seulement dans le monde, c'est même au Japon. Il y a des gens de l'extérieur de Tokyo qui nous rejoignent sur Zoom, sur les visioconférences qu'on fait. Et c'est vrai que ça pour nous, pour notre réseau, c'est intéressant de continuer là-dessus. Il ne faut pas que ça empêche non plus les réunions en présentiel qu'on fait, mais c'est un plus. C'est un plus très agréable et qui permet de rencontrer. Moi, j'ai pu voir, grâce à la visioconférence, des membres de FFJ à qui j'avais écrit, mais que je n'avais jamais vu. Et en se parlant, ben, il y a un lien, il y a quelque chose de plus qui passe, c'est intéressant. Même grâce à la visioconférence, il y a un sentiment autre qui passe. Bien, merci. Donc, si pas d'autres commentaires, nous allons passer à la question suivante. Donc, Michael, du fait de la situation actuelle, est-ce que certains lieux de tournage vont pas devenir difficiles d'accès pour de très longues durées et impacter les sociétés comme la tienne? J'ai pas entendu comme il faut le début. Qu'est-ce qui va être Je disais que du fait de la situation actuelle, est-ce que certains lieux de tournage ne vont pas devenir difficiles d'accès? Oui, ça c'est un lieu de tournage. Un tournage pour un fan
le documentaire, je me suis dit que je vais peut-être m'en servir. J'ai filmé longtemps le coucher du soleil, 5 minutes à 10 minutes d'intervalle. Oui, c'est vrai. Et même la ville de Tokyo vient de fermer d'accepter des gens qui s'enregistrent pour un concours 100 000 yens par artiste, surtout les arts de la scène, mais aussi les techniciens, y compris les caméramans vidéo, etc., les preneurs de son. Donc, il y a 4000 personnes parmi les enregistrés qui vont pouvoir recevoir cette somme si leurs projets sont acceptés. Mais où est-ce qu'on va filmer? C'est dans l'immédiat. Je veux dire, c'est pas demain, mais à long terme, espérons que les espaces ouverts, il y aura moins de problèmes. Par exemple, pour faire des tournages, nous, c'est un projet dans lequel je me suis embarqué en sujet flamenco. Je vais parmi l'équipe technique. Et donc, on ne va pas filmer dans un bar-resto ou dans une petite salle. C'est conçu pour ça. Ce n'est pas comme les performances qui se font maintenant par Zoom à travers le monde, qui sont très bien, très intéressantes. Mais il va falloir trouver des endroits propices au projet où on respecte cette nouvel ordre, la nouvelle réalité. D'ailleurs, ne penses-tu pas que ça va entraîner un développement des tournages sur fond vert? C'est-à-dire que ce qui avant se faisait pour des effets spéciaux pourrait devenir quelque chose de plus fréquent, on va dire, y compris pour des décors a priori ordinaires, mais juste parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un studio bien propre, bien aseptisé et nettoyé avec un fond vert que de se déplacer avec toute une équipe. Moi, ça fait longtemps que je me sers de fond vert pour pas toujours, mais pour des interviews, des envois en direct, etc., etc. Il y a 3 vidéastes à Fukuoka qui ont fait récemment une sorte de webinaire comme le nôtre en anglais, parmi un en français, qui parlait des fonds virtuels, des graphismes à 3 dimensions. Et des gens qui sont un peu dans la science-fiction ou dans les fictions et tout ça, là, c'est vraiment une possibilité. Mais à moins que la qualité soit vraiment bonne, par exemple, je suis expert, donc je suis éclairé un peu partout. Derrière moi, le fond est joli. C'est pas très joli mon visage parce que la caméra sur l'ordinateur est très bonne comparée au fond. En tout cas, il faut savoir comment le faire. C'est pas juste avoir un fond vert qui va rendre ça réaliste ou faisable. Ça va se faire plus qu'avant, j'imagine, mais ça va pas remplacer, pas plus que l'événementiel dont on parlait l'autre jour. Et pour Eric qui veut que des gens viennent, se voient en personne, fassent des choses ensemble, ça va pas le remplacer. Mais pour l'immédiat, oui, ça va être difficile de travailler ensemble, surtout en proche. Bien. Merci Michael. Donc, si pas d'autres commentaires, nous allons passer à la question suivante. Donc, avez-vous ou envisagez-vous à FFJ de monter une sorte de caisse de secours mutuelle? Alors là, je pense qu'on va pouvoir répondre assez rapidement que la réponse est non, tout simplement parce que FFJ n'est pas une association. C'est un réseau. Merci Michael de nous avoir fait comprendre ta situation. Donc oui, FFJ, c'est un réseau. C'est encore une fois, c'est pas une association enregistrée, donc nous ne pourrions pas légalement avoir ce genre de caisse, sauf à tomber dans des choses pas très nettes. Par contre, il existe une association gérée par des francophones et basée à Tokyo qui s'appelle l'OLES et qui est justement une association qui gère une caisse de secours pour les Français en situation de détresse. Voilà, donc pour plus d'informations, parce que je ne vais pas dire des bêtises, je vous renvoie vers le site de l'OLES ou tout simplement sur le site de l'ambassade de France qui liste les associations, y compris donc celle-ci, et où vous pourrez trouver, je pense, plus d'informations. Bien, donc nous allons passer à la question suivante. Alors, question pour Eric et Astrid.
Puisque l'éducation en ligne deviendra un business model plus populaire après cette pandémie, êtes-vous encouragé à adapter vos services suivant cette demande et comment cela va affecter la qualité de vos services? Donc bon, nous avons déjà plus ou moins répondu, mais je laisse quand même Eric et Astrid ajouter quelques précisions s'ils le souhaitent. Euh, donc là, on juste parler donc de l'éducation. Donc par exemple, bah, pour la formation de guide, moi à la base, je faisais des visites en extérieur. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Donc oui, ça va manquer bah, de voir comment je fais en vrai. Donc oui, on perd un petit peu en qualité. Et aussi, par exemple, pour les entraînements, les examens oraux français. Donc là aussi, c'est mieux d'avoir la personne en face pour voir les réactions. C'est quand même plus sympa. Donc oui, on perd un petit peu en qualité, on perd cette partie de vrai. Et est-ce que je suis encouragée? Oui, j'ai quand même certains élèves actuels des anciens, entre guillemets, qui sont là depuis toujours, et qui m'ont dit que oui, pourquoi pas de temps en temps faire un cours supplémentaire et cette fois sur Zoom. Donc oui, je suis encouragée à continuer en ligne pour un certain moment. Et aussi, comme je disais, oui, ça permet de toucher plus de public. Par exemple, pour ma formation de guide, je vais pouvoir m'adresser à des guides francophones japonais qui sont dans d'autres régions que Tokyo. Voilà, donc il y a quand même aussi des petits avantages. Je suis encouragée, on perd un petit peu en qualité, mais il y a des avantages aussi. Moi, de mon côté, ces leçons sur Zoom, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre technique qui est intéressant à faire évoluer, pourquoi pas. Mais je ne vise pas tout là-dessus, mais j'y crois quelque part que dernièrement, j'ai justement une étudiante qui, par rapport à son travail et par rapport au problème de pandémie, ne pourra plus aller à son travail qui est au centre de Tokyo. Elle habite assez loin. Et c'était sur le chemin qu'elle venait, au retour de son travail, prendre les leçons chez moi. Et elle m'a dit qu'elle n'ira plus à son travail et fera pratiquement du télétravail à plus de 80% de son temps. Donc, ça l'embête de venir faire ce trajet pour venir à mon école. Et c'est un bon niveau de français. Elle parle très bien le français, presque couramment. Elle prend des leçons pour ne pas perdre ces acquis-là. Et à ce niveau, je pense, d'étudiant, c'est intéressant d'utiliser Zoom. Il n'y a pas ce besoin relationnel avec la personne en présentiel. Il y a toujours un besoin, mais ce n'est pas une grosse perte. Mais les niveaux débutants, les bas niveaux en français, les petits niveaux, c'est très, très compliqué par un système de visioconférence d'enseigner. C'est sûrement faisable, il faut trouver une technique, une tactique. Il doit y avoir une tactique intéressante à développer, mais moi, je ne veux pas trop perdre de temps là-dessus. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette évolution technologique de Zoom et comment ça va évoluer. Je n'en sais trop rien de mon côté, je ne veux pas me pencher là-dessus. Voilà. Bien, merci donc Astrid et Eric. Nous passons à la question suivante. Ne pensez-vous pas que le choc Corona sera quasiment oublié dans un an ou deux par la majorité, comme la plupart des crises de nos jours? Alors, c'est une question auquel je pense nous pouvons chacun donner un avis. Dans l'ordre peut-être, Astrid? Eric voulait prendre la parole peut-être? Oui, Eric, pardon. Non. C'est vrai que je me souviens, juste quand il y a eu le grand tremblement de terre, quand le gouvernement et surtout TEPCO a annoncé, TEPCO c'est la société d'électricité au Japon, a annoncé qu'il y avait un risque de manque d'électricité dans le Japon et a demandé à tous les Japonais de baisser la dépense d'électricité chez eux, de faire attention, de ne pas allumer la lumière inutilement, tout ça. Et on voyait la courbe d'utilisation qui avait baissé de plus de 50% en une vitesse, une rapidité énorme. Donc, les gens ont suivi ce conseil. Puis, à un moment donné, TEPCO a annoncé que bon, ça va, il n'y a plus de soucis à se faire. Ils ont trouvé la solution pour qu'il y ait assez d'électricité pour tout le monde. Et tout à coup, à moins d'une heure, la courbe a complètement changé. Et tout le monde a dépensé plus qu'il y avait
qui était avant cette économie d'électricité. Ce qui fait qu'effectivement, on peut oublier. On a envie d'oublier quelque part. C'est pas est-ce que ça va être oublié? Je crois que c'est qu'on veut oublier le mal et ça me paraît normal de vouloir oublier des mauvais moments pour revenir dans des bons moments. Mais dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un tremblement de terre, on voit tout le monde, ça y est, se réimaginer ce 2011 qui revient, tout ça qui revient, il faut se préparer à sortir, est-ce que j'ai mis la bouteille d'eau où il faut, tout ça. Donc, je crois on veut oublier, mais on ne peut pas oublier. Je pense comme ça. Quand même, on voit qu'il y a plus de petits autocollants au-dessus des interrupteurs un peu partout, quand même, dans les mairies, tout ça, dans les espaces publics et privés, même par exemple, dans les restaurants, dans les toilettes, on voit souvent éteignez la lumière ou faites attention à l'eau, qu'il n'y avait pas avant 2011. Donc, il y a quand même voilà, un petit progrès. Et après, pour le Covid, oui, peut-être qu'on va oublier en partie, mais je pense que le télétravail, ça devrait rester. J'ai l'impression que ça s'ancre bien, quoi, en ce moment. Voilà, et que ça peut être un avantage. Est-ce qu'on va oublier? Il y a du bon. Il y a beaucoup de choses apparentes. Les gens qui meurent, c'est pas beau ce qui se passe dans les hôpitaux à travers le monde. C'est pas un virus gentil. Et leur famille, les gens affectés directement, par exemple les gens à Fukushima qui vivent à Fukushima, ils vont pas oublier. Mais il y a aussi, en ce moment, l'air, jusqu'à aujourd'hui, l'air était pur, on sentait, on peut renifler, ça sent bon, on entend les oiseaux, il y a des animaux qui courent dans les rues des villages, la nature est revenue. On a oublié tout ça, on avait oublié tout ça. Et c'est sûr qu'une fois que la société de consommation reprend, on va recommencer à retomber dans nos habitudes d'avant. Mais si on peut quand même garder des souvenirs de ces moments, les enfants, les petits-enfants avec leurs parents, j'ai des petits-enfants, deux petites filles mignonnes, taquines, elles ont pu passer des semaines avec leurs parents, un après l'autre, la plupart du temps, mais en tout cas chez eux, chez elles, qui n'aurait pas été possible. J'espère qu'elles vont s'en souvenir. Alors, tout oublier, non. Comme dit Eric, il faut, et comme je disais tout à l'heure, il faut se préparer pour l'éventualité d'autres chocs. Le tremblement de Nankai, le tsunami qui va arriver peut-être à Tokyo. Il faut quand même rester vigilant un peu, mais pas au point où on va garder la distance à tout jamais. J'espère qu'on va se rapprocher, on va se toucher. Je suis très tactile. Les Japonais ne sont pas très tactiles. C'est peut-être une des raisons que ça ne serait pas moi, mais moi, ça me manque un peu au Japon. Mais tout oublier, non. Oublier, il y a des choses qu'on veut oublier. Quand on est vieux, on essaie de se souvenir de ce qui était bon et d'oublier des choses qu'on voudrait oublier, mais il reste des choses. Michael, tu as raté ta vocation, tu aurais dû être philosophe. Bon, juste petit commentaire de ma part. Moi qui suis plus dans un milieu, on va dire, d'entreprise corporate, je pense quand même qu'il va y avoir une réelle influence. Alors je pose la question à tous les gens autour de moi, et notamment mes clients en japonais, de sociétés japonaises bien traditionnelles. Et même eux sentent que il y a des évolutions. Déjà, on leur a imposé le télétravail. De manière générale, les entreprises ne veulent pas prendre de risques. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui, malgré le fait que l'état d'urgence est officiellement terminé, ne veulent toujours pas que leurs employés fassent des meetings, donc ce qui m'arrange pas, parce que moi, je suis censé les voir pour leur vendre. Donc voilà, on se débrouille comme on peut à distance. Et je vois par exemple des sociétés où des choses qui étaient encore impensables il y a quelques mois, c'est on me propose de rencontrer les gens en ligne, donc d'avoir
un entretien avec l'acheteur ou le directeur de telle ou telle société en ligne, donc sur les plateformes varient. Et ça, c'était vraiment quelque chose, encore une fois, qui il y a quelques mois était impensable. Et de manière générale, quand je demande aux employés, ils me disent souvent que ils y pensaient, enfin que leur entreprise y pensait, mais qu'eux, ils n'avaient jamais voulu mettre en place. C'est compliqué, on ne sait pas faire, on le fera un jour au calendrier grec. Et le fait que le Covid les ait forcés a eu finalement un impact bénéfique, c'est-à-dire que beaucoup se sont rendus compte que leurs employés ne travaillaient pas moins bien, mais même souvent travaillaient mieux. Ils passaient moins de temps dans les transports, du coup ils étaient plus en forme, plus disponible aussi, hein, ça c'est un peu le mauvais côté. Quand on travaille à distance, on a plus tendance, on a moins cette coupure, on va dire, du bureau physique. Quand on le quitte, c'est fini, on répond plus aux mails, on fait plus rien. Donc voilà, il y aura des bons et des mauvais côtés, mais je pense que dans l'ensemble, les bons côtés surpassent les mauvais et que clairement, il va y avoir un développement du télétravail. Bon, pas à 100%, parce que bien entendu, certains métiers n'y sont pas adaptés. On peut pas livrer, on peut pas livrer en télétravail, on peut pas servir dans un restaurant en télétravail. Mais voilà, il y a pour les métiers de bureau, clairement, ça aura un impact sur le long terme. Beaucoup de gens qui s'y sont mis n'ont pas l'intention d'arrêter. Et les entreprises japonaises ne voulant pas prendre le moindre risque, la situation va continuer pendant encore longtemps. Et plus elle dure, plus les gens vont y être habitués, y compris les managers. Et plus du coup, ça va être difficile de revenir en arrière. Donc, malgré tout, je pense qu'il y aura quand même un impact sur le long terme. Je pense qu'au lieu d'oublier quoi que ce soit, ça va apporter des nouvelles façons de travailler et c'est une bonne chose de ce mauvais moment, quoi. Ça va apporter même de bonnes choses, comme Michael dans son boulot de la localisation pour le travail avec des personnes avec qui il travaille. Il ne va pas être obligé de travailler avec des gens proches. Moi, dans mon travail aussi, peut-être que je serai appelé à changer ma façon de travailler et à améliorer quelque part notre façon de travailler en pensant comment s'adapter. Quand on s'adapte à une difficulté, en général, on améliore ce qu'on fait. Moi, je le vois dans ce sens-là. Bien, alors nous allons passer à la dernière question. Je regrette, malheureusement, le temps nous fait défaut, nous ne pourrons donc pas répondre à plus. Donc, dernière question. Hormis le côté paralysie de la vie sociale et en faisant abstraction des malheurs qui ont pu atteindre certaines personnes, pensez-vous que cette expérience ou ces expériences vous ont significativement fortifié professionnellement? Là, des termes compliqués pour dire quelque chose d'assez simple finalement. Qu'est-ce que vous avez gagné suite à cette expérience de la crise du coronavirus? En quoi ça vous a renforcé? Si ça vous a renforcé. Moi, je dirais que sur le CV, donc plus tard, je pourrais rajouter que voilà, je peux faire une partie de mon travail en télétravail, qui peut être un avantage. Et après, professionnellement, plutôt sur l'expérience, c'est que moi, d'habitude, je m'organise très, très mal. Je fais tout au dernier moment, mais ça ne se voit pas. Donc, voilà, c'est bon, ça passe. Mais je sais que c'est un vrai défaut. Et là, en fait, justement, le fait de devoir envoyer les documents à l'avance, d'envoyer des invitations Zoom, tout ça, il faut le faire à l'avance, il faut être prêt à l'avance. Ça me force enfin à m'organiser un petit peu. Donc, finalement, c'est positif. Voilà. Sur le comportement, ça a eu un effet plutôt positif. Je suis encore en cure, hein, c'est pas complètement guéri. Pour ma part, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, ça permet d'améliorer sa façon de travailler, de réagir à un autre problème qui arrive amène d'autres solutions. Et moi, ça me oblige à les trouver et ça fait du bien, quelque part. Pour moi, de façon philosophique générale, FFJ, Freelance France Japon, c'est un exemple pour moi d'une possibilité qui existe depuis 8-9 ans, peut-être plus, d'aider autrui à passer à travers des difficultés. C'est pas juste pour célébrer ensemble. Et quand on fait du brainstorming ensemble, comme on a fait l'autre jour sur Zoom, on arrive à trouver des solutions valables à des problèmes spécifiques pour les individus, mais aussi pour l'association, pour notre réseau. Donc, le fait d'être confronté par
ce coronavirus et de devoir passer à travers et de le surmonter avec le temps, je pense que ça va nous mettre plus fort. Et mon fils, je deviens très personnel, il n'a jamais eu de problème dans sa vie, ben, j'exagère un peu. Et notre fille a passé à travers des difficultés, elle les a surmontées, elle est allée plus loin. Et je trouve que ça l'a mis plus fort, elle. C'était pas mauvais d'avoir des impasses, des difficultés. Et donc, peut-être sans savoir exactement les détails de ce qui est positif de tout ça, mais il y en aura. J'y crois. Merci Michael. Et de mon côté, je rajouterais juste rapidement que j'expliquais déjà avant ce que je pense sur le développement du télétravail. Et je dirais que de manière générale, oui, cette crise m'a renforcé. J'étais déjà, on va dire, assez attiré par le côté technologique. J'ai toujours utilisé les outils en ligne. Je suis bon avec les ordinateurs, donc je ne suis pas parti de zéro. Mais disons que le fait qu'on puisse plus sortir m'a obligé à changer certaines habitudes et à me renforcer pour les outils informatiques en ligne, notamment Zoom. On a participé à l'organisation de ce webinaire, ça nous a pris du temps, on a fait pas mal de tests, il y a pas mal de ratés, mais toutes ces choses, je pense, vont nous servir pour l'avenir. Parce que comme je le disais, à mon avis, le télétravail va se développer, on va être amené de plus en plus régulièrement à interagir avec les gens en distance, via Internet. Donc le fait d'avoir été forcé à cause de la crise de maîtriser ces outils sera clairement quelque chose de positif sur du long terme. Voilà, malgré tous les côtés bien sûr terriblement négatifs que ça a pu avoir sur beaucoup d'aspects, et notamment sur l'aspect économique. Bien, et écoutez, merci beaucoup pour avoir assisté à cette réunion en ligne FFJ, enfin, cette présentation en ligne plutôt. Je profite juste pour signaler, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, FFJ édite également une revue que nous nommons Éclectique, qui est bien entendu, enfin c'est tout bénévole, hein, comme toutes les activités de FFJ, donc chacun peut y participer, et ça permet à des gens qui ont la fibre artistique, que ce soit dans l'écriture, le graphisme, la photo ou autre, de proposer leurs idées, de publier des articles, et ainsi peut-être d'augmenter leur visibilité, de se faire connaître, ou même tout simplement de se faire plaisir et puis en même temps d'apprendre des nouvelles choses, hein, comme je le disais tout à l'heure, des fois des activités bénévoles aident aussi à développer des nouvelles compétences qui peuvent être utiles pour son activité professionnelle. Donc, par ailleurs, FFJ continuera à organiser des événements, que ce soit donc des événements en ligne comme aujourd'hui ou des événements physiques. Donc, on ne sait pas encore exactement à partir de quand, parce que la situation est encore un peu instable, mais clairement, ça recommencera. Donc, je vous invite chaleureusement à nous suivre donc, sur les réseaux sociaux, il y a notre page Facebook, mais aussi sur notre site web. Vous pouvez trouver nos informations, nos événements précédents, nos articles, nous rejoindre si vous le souhaitez. Et de manière générale, sachez qu'à FFJ, nous sommes des gens très ouverts et très accueillants. On ne mange pas les petits-enfants, on ne mord personne, on ne se moque pas des gens qui viennent de se lancer et qui voudraient se lancer. Au contraire, notre but, c'est d'être une communauté d'entraide et de partage. Voilà, donc je vous invite chaleureusement à suivre nos activités. Donc merci encore pour votre présence et j'espère à une prochaine fois. Dernière petite note, en quittant ce webinaire, oui, pardon, je finis Astrid et je te laisse la parole. En quittant ce webinaire, vous devriez notamment avoir un petit sondage qui apparaît. Si vous pouviez le compléter, ce serait très sympa. Ça prend quelques secondes, on l'a vraiment fait très très court et ça nous aide à nous améliorer. Voilà, Astrid. Oui, c'est ce que je voulais préciser. J'avais peur que tu l'aies oublié. Très bien. Donc merci à tous et je l'espère à une prochaine fois.